C'est l'heure du sonneur. Bonjour Alexandre Langlois, bonjour Régis de Castelnau. Bonjour Bonjour Clément. Clément. Voilà, on y arrive. Oui, oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Bonjour à tous les deux. Alexandre Langlois, je rappelle, Essayez la démocratie au bal masqué de la Macronie, votre dernier livre aux éditions Talma, Régis de Castelnau, une justice politique aux éditions L'Artilleur. On a encore une actualité qui ne fait... Il va falloir que vous fassiez des tomes 2, 3, 4 pour mettre toutes Oui. les actualités qui rentrent dans votre livre, Régis. Alors, on va commencer avant d'aborder un sujet très important qui est celui de l'article 16 auquel songe Emmanuel Macron, 16 de la Constitution. Hein. On va commencer évidemment par cette terrible affaire de cette adolescente de 12 ans qui a été agressée le week-end dernier. Et selon une source policière, cette mineure a été abordée par 3 adolescents entraînés dans un hangar alors qu'elle se trouvait dans un parc avec un ami. Les suspects l'ont frappée, ils lui imposaient des pénétrations anales, vaginales, une fellation, tout en lui proférant des menaces de mort et des propos antisémites. Alors, 2 adolescents ont été mis en examen mardi dernier pour viol en réunion, menaces de mort, injures et violences à caractère antisémite sur une adolescente de 12 ans. Alors évidemment, il y a la violation en soi, il y a le caractère antisémite qui pose de graves questions et il y a la réaction du président de la République, Emmanuel Macron, à demander hier au Conseil des ministres qu'un temps d'échange soit organisé dans les prochains jours dans les écoles sur le racisme et l'antisémitisme. Il veut qu'il y ait... Enfin, on dit que le chef d'État a eu des paroles solennelles et graves sur le fléau de l'antisémitisme. Ça, c'est les paroles rapportées des autres, de son entourage pendant ce Conseil des ministres. Et puis, il veut faire en sorte que ces discours de haine porteurs de lourdes conséquences ne s'infiltrent pas dans les établissements scolaires. Voilà ce qu'aurait aussi dit Emmanuel Macron. Alors, pour ça, une première réaction là-dessus. Je vais commencer par vous, Alexandre Langlois. Malheureusement, il y a des fléaux qui ne sont pas résolus et l'école pourrait être un point d'entrée en disant effectivement par la pédagogie, l'éducation, mais à chaque fois prendre un fait divers grave en soi, hein, divers, c'est pas pour minimiser Bien ce qui se sûr. passe. On ne va résoudre le problème rien parce qu'en fait demain l'agenda va changer, et on passera à autre chose. Donc il y a un problème de fond à gérer. Donc c'est comment on arrive à de tels propos et de tels actes, comment on arrive à gérer les mineurs criminels aussi, parce que ça, ce n'est pas réglé non plus derrière. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et Emmanuel Macron qui dit il faudra un petit peu de discussion, bah, cette fois-ci, il ne peut pas mettre de numéro vert en place, en fait. On a juste cette impression. Dès qu'il y a un problème, un numéro vert ou une discussion, comme disait Clémenceau, qu'on ne veut pas résoudre un problème, on réunit une commission. Voilà, donc là, c'est la même chose. On va en parler, on va faire semblant de faire quelque chose et rien ne sera fait demain parce que rien n'aura bougé. Donc, à partir de là, remettons plutôt des programmes qui invitent au vivre ensemble. Et aujourd'hui, le vivre ensemble, c'est exactement ce que ne donne pas comme image notre classe politique, qui est explosée entre 3 extrêmes, chacun ne tolérant pas les autres. Et du coup, l'intolérance s'insinue partout. Donc là, une intolérance antisémite avec un viol très grave. Donc là, qu'est-ce qu'on fait de ces mineurs? Qu'est-ce qu'on fait des parents? Parce qu'il y a quand même des parents derrière qui ont permis cette situation. Donc je pense que le président n'est pas à la hauteur de la situation, mais la situation ne se règle pas par un coup de com' une fois de temps en temps. C'est un programme de longue haleine et aujourd'hui, j'ai l'impression que toute notre classe politique est dans l'instant T, le rentabilité présente pour leur électorat et pas du tout l'apaisement de la société à long terme. Ouais. Régis. Alors, le problème, c'est que pour chaque fait divers, il faut être très prudent. Il faut être très prudent parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Il y a des qualifications qui ont été utilisées à la fois par le parquet et par le juge d'instruction, bon, et qui caractérisent ces qualifications qu'il y a eu effectivement viol et a priori, il y a eu des éléments d'antisémitisme. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé en réalité. Moi, la première observation que je veux faire, c'est qu'on a affaire à des enfants. Oui. Adolescente, elle a 12 ans, la petite. Oui. Et un des participants, 12 ans, l'autre 13 et le troisième, 14. Alors, excusez-moi, viol à caractère antisémite de la faute de Jean-Luc Mélenchon, c'est assez scandaleux. C'est assez scandaleux. Qu'est-ce qui est scandaleux? Qu'est-ce En qui est revanche, scandaleux là, Régis? mais oui, parce que dire que c'est de sa faute, on n'en sort pas. Et puis, il faut pas mettre sous le tapis non plus. Il faut pas mettre sous le tapis non plus le fait qu'on a importé chez nous, parce qu'on a la plus grosse, la plus importante communauté musulmane d'Europe, la plus importante communauté juive. On a importé le conflit israélo-palestinien et tout
toutes les institutions, le gouvernement, la presse, etc., hein, ont pris le parti d'Israël. Donc, et il se passe des horreurs depuis 7 ou 8 mois. Et donc, s'imaginer que ça n'a pas de conséquences dans des cerveaux fragiles, c'est se faire des illusions. En revanche, ce que je pense grave, c'est effectivement que cet affrontement descende dans la société de cette façon-là. Et puis la question de la sexualité. Enfin, je veux dire, Ouais. comment à 12 ans peut-on considérer comme normal de séquestrer une autre enfant de 12 ans, et j'insiste sur le terme enfant, pour commettre des viols avec pénétration, semble-t-il. Mm. Donc moi je n'aime pas du tout cette affaire parce que l'instrumentalisation qui en est faite, la réalité des faits, ce qu'elle raconte quand même sur la société, tout ça montre bien que nous sommes malades. Oui, alors une question encore là-dessus, finalement, vous êtes tous les deux d'accord pour dire pas d'instrumentalisation des faits, chacun tire de son côté comme il le peut, et puis cette réponse d'Emmanuel Macron qui a l'air complètement décalée par rapport à la réalité, mais alors qu'aurait-il pu faire de bien, finalement? Je reste avec Emmanuel vous. Oui, Macron, oui. ben, il se tait. Première chose à faire, le jour où il se taira, ce sera la meilleure chose qu'il fera. Je pense que de ce matin, on va encore en Oui, parler, on a d'autres mais, sujets. mais non, mais c'est dérisoire, c'est dérisoire. Et lui aussi, il fait de l'instrumentalisation, il veut se poser comme celui qui voit loin, qui veut mobiliser l'école après l'avoir détruite. Il n'est pas le seul, hein. Ses prédécesseurs ont mis la main à la pâte aussi. Non, bon, c'est pas. Enfin, ce que raconte Macron n'est vraiment pas intéressant, quoi. On va passer à autre chose rapidement, je Oui, pense. Alors, je parle pas de nous, hein, je parle de la société française. oui. On va même pas l'écouter. Alexandre Anglois, juste sur cette question, qu'aurait-il pu faire? Bah, déjà, pas détruire l'école, en donnant les bonnes clés, peut-être qu'on n'en arriverait pas là. Ensuite, montrer que qu'on a voulu mettre, je ne sais pas ce qu'il y a dans ces programmes d'éducation sexuelle qu'ils mettent à l'école et sentimentale, mais peut-être aussi laisser les parents derrière et accompagner les parents et pas justement couper le lien entre les parents et les enfants en disant que c'est l'école qui doit tout faire. Mais justement, voilà, donc là, on a le rôle pédagogique. Et puis bah, derrière, effectivement, comme l'a rappelé Régis, arrêter d'importer tous les conflits du monde sur le territoire français et justement avoir de la hauteur pour dire, essayer d'avoir un point de vue neutre, essayer de résoudre les problèmes plutôt que de les aggraver. Alors, on va parler du deuxième sujet qui a de quoi inquiéter. Alors, il se trouve que, d'ailleurs, j'ai un petit cocorico de tocsin, puisque hier, notre chroniqueur Alexandre Cunès de Preval parlait de ce sujet en me disant Emmanuel Macron, étant donné son état d'esprit et les clés qu'il a en main, pourrait recourir à l'article 16 de la Constitution. Il se trouve juste 30 minutes plus tard, Europe 1 révèle, c'est une information donc, qui est tombée hier, que Emmanuel Macron aurait discuté de l'option d'actionner l'article 16 de la Constitution, donc pour avoir les pleins pouvoirs. On va revenir évidemment sur toutes ces conditions de l'article 16 et ce que ça signifie. Pour ça, évidemment, je me tourne du côté de Régis de Castelnau. Et qui a une autre caractéristique, c'est que lui, il a connu un article 16. Hein, après le 22 avril 61 et le putsch de l'armée à Alger, De Gaulle avait utilisé l'article 16. Alors, qu'est-ce que c'est l'article 16? C'est une organisation d'une forme de dictature temporaire, Oui, comme le faisaient les Romains. Dans l'Antiquité, oui. dans la République, c'est que si c'était le bazar, eh ben on faisait et que la République était en danger, on faisait appel à un dictateur pour 6 mois et ensuite il retournait une fois son mandat terminé, il retournait à sa charrue et cultivait sa terre. Oui, mais Alors, à une limite près, la Régis. C'est que là, vous parlez de dictature temporaire pour remettre les choses en ordre. Ici, il n'y a pas de durée maximale qui est prévue dans cet article alors 16. attendez. Alors, premièrement, est-ce que Macron envisage vraiment? Je pense que il fait circuler une rumeur pour faire peur. Hmm. Depuis le début de cette campagne, il essaie de faire peur en disant je suis la seule garantie de l'ordre, etc. Et donc, c'est pas quand il a démenti, je ne crois pas une seconde. Ils ont fait circuler ça. L'article 16, il y a plein de conditions, de critères, pardon. Il y a plein de critères pour pouvoir passer à l'article 16. Il faut que la nation soit en danger Hmm. et que les institutions ne fonctionnent plus. Donc, qu'est-ce qu'on vient nous dire là? On nous dit, ah ben, vous comprenez, il aura du mal, si ce n'est pas une assemblée avec une majorité absolue, il aura du mal à nommer un Premier ministre, donc il va prendre l'article 16. Non, mais ça ne va pas, non?
Vous voulez dire Ça, que c'est une c'est manière important. de mettre la pression pour réussir à lui donner une majorité ou ça veut dire quoi en fait? Eh ben, les deux. Parce que je pense qu'il est suffisamment fêlé, je pèse mes mots, il est suffisamment fêlé pour envisager cette donnée. Il n'a aucune culture juridique, il n'a pas de culture politique, il ne sait pas ce que c'est que une constitution qu'on doit respecter, il la Mmh. brutalise depuis 7 ans. Et là, alors qu'est-ce que c'est l'article 16? L'article 16, c'est de façon temporaire, pour un mois. Pour un mois, on fusionne les pouvoirs exécutifs et législatifs et on prend des décisions, hein, à la place des organes dont on nous dit qu'ils ne peuvent pas fonctionner. Je suis désolé, hein, il y aura un gouvernement qui expédiera les affaires courantes après la démission d'Attal et on attendra on verra si on arrive à avoir un gouvernement comment dire, parce que c'est pas lui on dit, il choisit discrétionnairement le Premier ministre. C'est pas vrai. Il nomme un Premier ministre et ceux qui choisissent, c'est les parlementaires, l'Assemblée nationale qui choisit, elle le renverse ou elle le garde. Donc, il prend les pouvoirs comme ça, temporairement pour un mois, et les pouvoirs, je me répète, il fusionne l'exécutif, le législatif. La, je pose deux questions à M. Macron. Premièrement, les critères seront-ils d'ailleurs, on peut en faire de la prospective, seront-ils là? Non, bien sûr que non. Hein, il suffit, ils sont cumulatifs, il y en a 5, 6. Hein, il faut véritablement que le pays soit au bord de Mais l'effondrement. qui décide? Qui va dire les critères ne sont pas réunis? Si c'est le Conseil constitutionnel, on n'est pas Alors, forcément servi. attendez. Ah oui, mais c'est autre chose, ça, c'est autre chose. Mmh. C'est donc, je pense que là, il y aurait une réaction. S'il fait ça juste après les élections et qu'il se retrouve avec un désaveu aussi conséquent que celui qu'il a eu pour les européennes, je veux dire, ses marges de manœuvre politique seront très faibles. Donc il dit, voilà, moi j'instaure ça. On a quand même une fonction publique, on a quand même un appareil d'État, on a quand même des forces politiques qui ne l'accepteraient pas. Bon, donc il le prend pour un mois. La première question que je pose, vous voulez, vous voyez, vous voulez l'article 7, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous allez faire de plus que ce que feraient les institutions, hein? Ah oui, mais il y a les Jeux Olympiques, on n'aura pas de ministre de l'Intérieur. Ah, parce que l'État, s'il y a pas Darmanin à sa tête, le ministère de l'Intérieur, on ne peut pas envoyer les forces de police, on ne peut pas organiser le pays, on ne peut pas prendre les mesures, on ne peut pas protéger les populations civiles. Mais qu'est-ce que c'est? Plaisanterie? Non, moi, la première question que je lui pose, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Non, il n'y a absolument pas besoin. Non seulement les critères ne sont pas réunis, mais lorsqu'on pose cette question, mais pourquoi faire? On voit bien que c'est grotesque. C'est Oui. simplement grotesque. Alors, sur le risque, compte tenu de qui on a à la tête de l'État, Oui. je vais repasser la parole à Alexandre parce que je ne veux pas la garder tout le temps, hein, c'est qu'on a au bout d'un mois le Conseil constitutionnel qui est saisi. Bon, bien évidemment, donc il prend des mesures et il prend des positions. Hein, et il peut tout à fait dire au pays non, il n'y a absolument pas besoin, il faut arrêter. Ensuite, c'est un nouveau délai de 30 jours, et ensuite, il n'y a plus de limite, mais n'importe qui, quasiment, j'exagère en disant n'importe qui, mais n'importe quel parlementaire peut saisir le Conseil constitutionnel en lui demandant d'intervenir. Si Emmanuel Macron se met dans cette situation, je pense que l'article 68 de la Constitution commencerait à se profiler, qui est Mmh. celui de sa déposition. Hein. Il y aurait une procédure qui serait possible s'il confisque les pouvoirs de l'Assemblée nationale nouvellement élue, excusez du peu, et qu'il n'y a pas un coup d'État militaire en cours, hein, comme en avril 1961. À ce moment-là, je pense qu'il sera très en risque. Il sera très, très en risque. Et je pense que s'il s'amusait à cette imbécilité, ses jours seraient nettement comptés à ce moment-là. Ok, je reviendrai vous poser une question, Régis, mais d'abord, on va quand même donner la parole à Alexandre. Alexandre Langlois, sur l'utilisation de cet article 16, est-ce que, à votre avis, c'est possible? Et pourquoi, en tout cas, y a-t-il eu cette fuite dans les journaux sur Europe 1? Déjà, avec Emmanuel Macron, tout est possible. On ne sait pas comment ça se passe dans sa tête. Donc, surprise, quand on est dirigé par quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il va faire le lendemain, effectivement, c'est toujours
Voilà, il peut y avoir des choses improbables. Ensuite, l'article 16, à la différence des Romains, les Romains, eux, c'était le Sénat qui décidait de donner les pouvoirs dictatoriaux à quelqu'un pour 6 mois. Et au bout de 6 mois, la personne retournait effectivement derrière soit le Sénat, soit même il y avait un agriculteur qui avait été pris une fois qui était retourné derrière. Bon, en France, c'est le président qui s'autoproclame dictateur, Mmh. qui se donne et qui informe les gens, qui dit, bah voilà, et dans 30 jours, on va faire le bilan. 30 jours, si jamais il y a des parlementaires qui saisissent le Conseil Oui, c'est constitutionnel. ça, Bon, si jamais il n'est pas saisi, déjà, ça continue. Bon, a priori, vu ce exactement. qui se profile, il devrait y avoir quand même une saisie, mais le Conseil constitutionnel derrière, on sait comment il fonctionne, on en a parlé assez souvent ici, c'est que des copains, donc évidemment, est-ce qu'ils vont vraiment prendre des mesures radicales pour dire, oh là là, tu déconnes un peu? C'est pas sûr. L'autre chose, c'est qu'Emmanuel Macron se prend souvent pour De Gaulle. Bon, alors, il n'y a que lui qui voit ça, mais lui, il se prend souvent pour De Gaulle, en disant, vous avez vu comment je suis grand, je suis fort, je suis comme lui, il va s'accommoder les deux églises. Et De Gaulle avait utilisé l'article 11 de la Constitution pour changer la Constitution, justement, alors que ce n'était pas le bon article. Il avait fait un passage en force de cet article et il s'est dit, bah, ça a marché parce que le peuple a tranché. Emmanuel Macron, lui, comme le peuple, pour lui, c'est juste des spectateurs, il se dit, il n'y a pas besoin du peuple, donc je vais trancher moi-même parce que je sais ce que le peuple pense. Donc on n'est pas exactement dans la même philosophie réelle, mais dans la tête de Macron, peut-être que ça se passe très bien. Donc il y a tous ces dangers qui se mettent derrière. Et après aussi, donc comme l'a rappelé Régis, effectivement, il y a des mesures à mettre en place. Donc je les reprends pour l'article 16. Donc que le fonctionnement des institutions ne marche pas, comme l'a rappelé Régis, si jamais c'est le bazar, il y a les JO, il pourrait éventuellement justifier. Mais où je l'attends également, c'est sur les engagements internationaux de la France. Et Emmanuel Macron a pris plein d'engagements internationaux, va en guerre. Ce qui veut dire que demain, il dit, bah, écoutez, si jamais c'est les filles ou si jamais c'est le RN, est-ce qu'ils voudront de ma guerre en Ukraine contre les Russes? C'est moins sûr. Est-ce qu'ils Mmh. voudront continuer la politique internationale au niveau de la Palestine et d'Israël? C'est pas sûr. Donc du coup, les engagements de la France peuvent être pris. Même chose, est-ce que la position vis-à-vis de l'Europe sera toujours la bonne? Donc en fait aussi derrière ça, ce qui veut dire, c'est que quand les engagements internationaux de la France sont menacés, lesquels? Est-ce qu'on peut revenir dessus? Est-ce que c'est les engagements qu'a pris Emmanuel Macron? Donc en fait, il y a matière à interprétation et comme personne ne pourra rien interpréter avant 30 jours, il est tranquille. Il peut dire je justifie comme ça et on y va. Mais ce que veut dire, moi derrière, ça m'inquiète beaucoup parce que les menaces de guerre qu'il a proférées tous ces derniers temps, ça ne va pas dans le bon sens. Voilà. Et je Oui. rappelle également, pour boucler la boucle, c'est que ça, c'était sous Valls avec Hollande, mais quand pour le code de la police, ils avaient remplacé, enfin le code de la déontologie de la police, ils avaient remplacé que les policiers n'étaient plus au service des institutions de la République, mais au service des intérêts nationaux. Donc on revient toujours à boucler la boucle. Ces intérêts nationaux, supranationaux et nationaux, qui sont définis par personne. Donc en fait, si on va un petit peu plus loin et qu'on titille les choses, donc je laisserai Régis lui répondre de façon très argumentée juridique, mais si on titille les textes, et ils adorent titiller les textes et les tordre, on pourrait caler un article 16 là-dedans avec des conditions, avec des conclusions déplorables pour tout le monde, je pense. Oui, donc Ah là, ben, vous voyez il quand n'y a même pas que le une juridique, excuse-moi ouais. Alexandre, il n'y a pas que le juridique, excusez-moi Clémence, c'est qu'il y a il y a le politique aussi. On est dans des rapports de force politiques. Quand De Gaulle utilise l'article 16, la France est au bord de la guerre civile. Il y a un coup d'État en Algérie et tout le monde a peur. Rappelons-nous, Debré, mobilisez-vous, il va y avoir des parachutistes. Il y a des attentats fréquents contre la vie de Gaulle. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il décide de passer à l'élection présidentielle au suffrage universel. Donc, le problème, c'est que aucune des conditions réelles pour lesquelles, parce qu'il y a les travaux préparatoires de cette constitution, ne sont réunies. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que le Parlement siège sans désemparer. 24-24, 7-7, l'Assemblée nationale et le Sénat sont ouverts. Il n'y a pas de session, etc. Ils sont là. On est un pays quand même avec une certaine, bien malade aujourd'hui, culture démocratique. Je ne vois pas comment il pourrait s'arroger comme ça. Mais je repose la question, Alexandre. Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu vas faire, Ah, Emmanuel? bah, Oui. Tu Non, vas attendez, déclarer la guerre à la il y a 2 Russie. questions, c'est L'état-major va lui dire ça suffit. oui. Tu vas, je vois pas. Tu vas modifier le code pénal comme ça, les doigts dans le nez. Tu vas dire que s'appeler Marine Le Pen est une infraction qui justifiant la cour d'assises, ou tu vas dire que Mélenchon. Non, mais c'est pas. Il y a aucune mesure pratique qui Alors serait nécessaire. alors 2 questions pour Alexandre. Pourquoi faire si jamais il s'arrogeait véritablement cet article 16? Et pourquoi faire si tout ça n'était qu'une fuite organisée? Mais dans quel objectif? Quel était le message qu'il souhaitait passer si ce n'était qu'une fuite? Et évidemment, on sait que les médias sont malheureusement aussi le relais des fuites organisées. Alexandre Langlois, à votre avis?
Alors, plusieurs choses. D'abord, sur la culture démocratique en France, comme disait Régis, on a bien pu voir que ça fait longtemps qu'il y aurait pu avoir des motions de censure, que les 49.3 ne seraient pas passés, mais qu'on a juste une farce représentative au Parlement depuis longtemps. Donc là, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Les Français ont essayé de se rebeller avec les Gilets jaunes, ils ont été tabassés, mutilés et renvoyés chez eux. Donc il y a la culture, mais aussi il y a la fatigue. Et peut-être que c'est à ce moment-là que Emmanuel Macron joue en se disant, je vais faire les choses, je vais passer en force, et personne ne va bouger une oreille, parce que depuis le temps que j'ai maté tout le monde, ça va rester là. Pourquoi faire? Bah, juste déjà flatter l'ego d'Emmanuel Macron. Je veux dire, c'est le seul président qui se prend pour Jupiter, Mm. hein. Donc à partir de là, il n'y a plus rien au-dessus. Je dis souvent en rigolant que Louis XIV était roi de droit divin. Macron est juste divin. C'est-à-dire qu'il a juste dit c'est moi Dieu et je m'autoproclame Dieu de la France. Voilà. Donc à partir de là, il y a plus rien au-dessus. Même le soleil est en dessous de Jupiter. Et pour qu'est-ce qu'il veut faire derrière? Qu'est-ce qu'il veut faire justement? C'est le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est imprévisible. Donc, est-ce qu'il ira déclarer la guerre à la Russie? Est-ce qu'il ira changer le code pénal? Est-ce qu'il ira organiser tout simplement des fêtes à l'Élysée pour les fêtes de la musique? Je veux dire, ça peut être grave comme pas grave. Cet homme est imprévisible et solitaire. Il a nettoyé tous ses conseillers qui essayaient de le raisonner. Il n'a plus que des courtisans. Donc, la seule chose qu'on est sûr, c'est qu'il fera ce qu'il veut, selon Mm. son bon plaisir. Et alors sur le Alors, je deuxième, rajoute une chose sur le deuxième sur, élément et la fuite organisée. Là, j'essaye de vous tenir La, un peu, hein. Régis, La fuite, voyons. la fuite organisée, c'est peut-être aussi pour essayer de se mettre en disant, écoutez, vous avez le choix, soit j'ai une majorité ou quelque chose qui ressemble et je fais pas ça, soit vous me donnez pas la majorité et je le fais quand même. Donc l'illusion du choix, c'est-à-dire qu'on met une fois de plus du spectacle, on dit vous pouvez choisir quelque chose et au finalement je déciderai à la fin. Enfin, ça me fait penser Et un petit peu l'illusion comme du pouvoir pendant aussi, non? L'illusion, oui, enfin, c'est Emmanuel Macron qui décide à la fin, quoi. Il a dit, voilà, soit vous pouvez décider d'être d'accord avec moi, soit je déciderai tout seul. C'est ce qu'il Mm. a fait pour, par exemple, gérer la Nouvelle-Calédonie. Je décide quelque chose, et après on peut venir discuter. Mm. Il a fait ça pour le climat, on réunit une commission citoyenne tirée au sort, vous allez prendre des mesures, et finalement, je décide de rien appliquer. Les Gilets jaunes se réunissent, il y a des cahiers de doléances, vous allez m'écouter pendant des heures faire mon tour de France, et finalement, je perds les cahiers de doléances. Donc voilà, donc c'est un peu cette mise en scène d'Emmanuel Macron permanente. Je vous écoute si vous êtes d'accord avec moi, sinon je vais faire comme j'ai prévu. Alors, non Régis, mais Alexandre, oui, alors, le Régis, Conseil rapidement, parce qu'on a plein constitutionnel, d'autres sujets, hein. le Conseil constitutionnel, c'est pas des larbins de Macron, non. C'est Monsieur Laurent Fabius, socialiste. C'est Monsieur Alain Juppé, LR ou EMP, comme on veut. Ce sont des gens qui sont effectivement des forces, représentants quasiment de forces politiques particulières. Je ne vois pas que la démocratie française, aussi malade soit-elle, accepte une espèce de foucade dangereuse en plus. Je m'arroge tous les pouvoirs en Europe, sur le plan international. Il y a l'Union européenne qui va dire non mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Enfin, ça, c'est n'importe quoi. Donc moi, je n'y crois pas une seconde. Mm. Mais que lui y croit ou y pense, ce qui n'est pas Mm. la même chose, c'est Oui. tout à fait plausible. Alors, on Et passe à juste d'autres préciser que le Conseil sujets. constitutionnel, pas avant 30 jours quand même. Donc pendant 30 jours, on a un mois. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ce sera pendant l'été, mais où Macron est en roue libre, Mm. si jamais il Écoutez, y on pensait va suivre vraiment. cette affaire en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que ce soit une fuite organisée ou alors une véritable pensée, dans tous les cas, c'est quand même inquiétant parce que même qu'il a organisé cette fuite, ça prouve quand même où il en est. Alors, on continue d'en parler. On va prendre des sujets de manière plus courte cette fois-ci. On a d'abord cette affaire avec Éric Ciotti. Le parquet de Nice, lundi dernier, a confirmé avoir ouvert fin mai une enquête préliminaire pour détournement de fonds visant le député des Alpes-Maritimes, donc Éric Ciotti, le fameux LR qui a cassé la baraque. Et alors, il se trouve, ce qui est intéressant, c'est l'analyse médiatique. Le Figaro, France Info notamment, ont titré, je crois dans les premiers, sur une enquête, et en parlant d'enquête de détournement de fonds sur ce chef du parti LR. Et très vite, tous les autres médias ont embrayé. On apprend que l'enquête fait suite à un signalement d'anticorps, mais également que quand on prend un peu le temps de lire ces articles, que finalement il s'agit de détournement de places de parking. Donc on n'est pas non plus dans des affaires terribles, quoi. En fait, 8 personnes, dont l'élu, auraient fait usage de bons pour stationner gratuitement à proximité de la permanence du député près du port de Nice. Alors voilà, je trouve ça intéressant d'analyser et la partie évidemment enquête préliminaire et la partie reprise des médias. Pour ça, je me tourne vers vous d'abord, Régis. Moi, je vais être très court, hein, c'est promis. Oui. Une enquête préliminaire sur demande d'anticorps pour des... Sans blague, j'ai fini. Ouais. Sans blague, ben voyons, allons. Hein, nos magistrats à plat ventre devant certains pouvoirs ont immédiatement non seulement lancé une enquête préliminaire, mais ils l'ont fait savoir. Non mais c'est grossier.
C'est grossier. Il va falloir à un moment arrêter avec cette politisation de la magistrature, dont le communiqué du syndicat de la magistrature appelant à faire barrage à l'extrême droite, mais quasiment de façon insurrectionnelle, et le témoignage, sans blague, une Hmm. procédure contre Ciotti. Et sur les C'est journalistes? Oh ben, si vous voulez faire de la politique par justice interposée, c'est un sport national, hein, Ouais, donc pas que chez nous d'ailleurs, hein, aux États-Unis, ils se ouais. gênent pas non plus. Et donc, bon, voilà, la culture juridique et judiciaire étant très faible chez nous et chez les journalistes en particulier, ben on se saisit de ça. La qualification détournement de fonds publics parce qu'il a donné une carte de parking, non mais attendez, la justice n'a pas autre chose à foutre? Ouais. Et je reste poli en disant ça. Les magistrats n'ont pas autre chose à faire? Alors, Alexandre Langlois, votre réaction, puis ensuite on parlera de Mathilde Panot et du candidat fiché S. Bon, il avait qu'à faire comme Macron attendait, hein, rejoindre Renaissance. Voilà, bon, maintenant, dès qu'on n'est pas d'accord avec Macron, on se retrouve, comme le dit souvent Régis, hein, avec une enquête préliminaire, donc ce qui veut dire une enquête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de culpabilité encore à ce niveau-là. Et en plus, pour des places de parking, en plus, chez LR, si vous voulez trouver, je rappelle qu'il y avait un Laurent Wauquiez qui avait fait des petits dîners à 1 000 euros où ça n'avait pas fait grand-chose finalement. Enfin, il y en a d'autres qui sont avec des choses un peu plus graves. Oui, Mais pour rebondir sur quelque chose que j'ai vécu au sein de la police, il y avait un commissaire de police pareil, qui avait déplu au niveau du pouvoir et s'était retrouvé avec une enquête et démis de ses fonctions, jeté à l'opprobre, parce qu'il avait utilisé une voiture de police pour son déménagement sans payer les frais d'essence, hmm, qui s'est empêché de rembourser derrière. Il a gagné la procédure à la fin. Mais voilà, mais c'était juste une honte et c'était juste pour un règlement interne, un règlement de compte interne. Et ouais. juste pour la petite anecdote, c'était le commissaire qui avait géré l'attentat de Strasbourg, donc c'était pas non plus quelqu'un qui avait rien fait. Hmm, Donc voilà, donc c'est pour montrer que les bons et loyaux services, il n'y a pas. C'est juste, on élimine les gens comme on peut. Et pour le ouais. relais de la presse, ben voilà, ça aussi, c'est une fois de plus, j'invite les gens à lire les articles jusqu'au bout parce que les titres Les titres sont sont vraiment qu'on trompeurs. appelle entre Hmm. guillemets putaclic. Voilà, c'est pour attirer le client, pour que la pub puisse faire son truc derrière et que derrière, bah, après les gens soient mal informés, parce que les gens restent au titre. Donc Oui, voilà. c'est vrai. Donc Alors, une précision malheureusement, sur ça les fait que titres relayer. Voilà. putaclic. Je pense que nous-mêmes, on pourrait nous accuser de faire des titres putaclic, mais le problème, c'est qu'il y a aussi des titres putaclic qui dévoilent le sens, en fait. Comme là, par exemple, de parler que de cette enquête sans dire qu'au fond, il n'y a rien derrière et que c'est du. C'est comme les fact-checkers qui disent non, un tel n'a pas dit la vérité. Et en fait, quand on lit, on se rend compte qu'il a complètement dit la vérité Et, sur 95% des faits. oui, mais là, du coup, ils allaient quand même pas dire, voilà, Éric Ciotti pris dans une grosse affaire parce qu'il a pris une place de parking personnelle. Enfin, je veux Mm. dire, moi, je suis pour la République irréprochable, donc il n'avait pas le droit de le faire. De là, Bien faire les gros sûr. titres, et voilà, il y a quand même une chose entre les deux. Donc, il y a un moment, ils doivent transformer enfin, c'est même pas transformer, c'est aménager la vérité pour en faire ressortir quelque chose donc, qui est vrai, hein, que juridiquement, et c'est ça où, comme disait Régis, le fait de manque de culture juridique en France permet de faire passer des gros trucs. Mais derrière, en fait, les journalistes le savent parfaitement, donc ils ne se sont pas adaptés à leur auditoire. Et au lieu d'informer les gens, ils les désinforment. Mm. C'est malheureux. Allez, on part sur les fichiers S. Ça, c'est aussi votre sujet, Alexandre. Donc, je vais vous garder en premier sur cette question. C'était Mathilde Panot qui était invitée de Télématin sur France 2 pour les 4V. Et elle a été interrogée sur la candidature de Raphaël Arnaud, qui est candidat du nouveau Front populaire investi dans le Vaucluse pour la France insoumise. Il se trouve que c'est donc un candidat antifasciste et qui est fiché S. La question du journaliste, ben, on l'écoute. Il est antifasciste, Ouais. voilà. Comme Mais il est nous fiché avons. S. Non, oui, bon, d'accord. Bon, Mais c'est un nous problème avons. ou pas? Non. Enfin, dans ce cas-là, je vous assure que non. Ouais. Nous, Chose, c'est pas une boulette, c'est un choix assumé. bien sûr. C'est un choix assumé. Vous savez, on investit nos candidats en réfléchissant. Hein. C'est bien de le préciser. Non, mais alors, vous avez compris donc que se pose la question, et on se pose la question de savoir si c'est normal qu'un candidat fiché S soit candidat, puisse candidater. Votre réponse, Alexandre Langlois. La réponse, c'est qu'on a tellement dévoyé. En fait, on ne prend pas la bonne question. C'est là où Mathilde Panot n'a pas été très forte. Elle avait beaucoup d'arguments, mais je trouve qu'elle a été brouillonne. Mais c'est dommage parce que je pense qu'elle a parfaitement raison. Depuis Emmanuel Macron, on a dévoyé les fichiers de police, notamment les fichiers S. On peut ficher pour des opinions politiques, religieuses et puis philosophiques les gens.
Ce qui veut dire qu'il suffit de ficher tous les opposants politiques d'Emmanuel Macron, c'est d'ailleurs le cas pour cette personne, j'imagine, parce que si on veut être antifasciste, je ne partage pas l'idée, mais qu'on ait le droit de l'exprimer sans être fiché, jusque-là, ça me semble raisonnable. Voilà, il avait fait la même chose à Sainte-Soline, il y avait des éco-terroristes, je rappelle, donc quelle est la méthode ou pas, voilà, mais ce que c'est dire que c'est des terroristes, à force de galvauder les mots, ils n'ont plus de sens quand il y a un réel attentat terroriste, et quand on a besoin réellement de travailler sur des fichesses, ça n'a plus de sens. Donc en fait, comme les gens n'ont pas de culture juridique, on peut en dire tout et n'importe quoi. Donc demain, ce qu'il veut dire, c'est que les fichesses, ça dépend pourquoi ils sont fichesses. Déjà, ce serait intéressant. Mais derrière ça aussi, c'est qu'une fichesse est une mesure administrative qui, normalement, ne doit pas être connue parce que c'est une mesure de surveillance. Donc, si jamais la personne le connaît, la fichesse n'a plus aucun intérêt. Donc, la dévoyer comme ça dans les médias, on voit bien que ce n'est plus pour l'intérêt général et prévenir de dommages, et pour interpeller la personne, pour la prendre en flagrant délit. Non, c'est juste pour lui nuire en disant allez fichesse, on l'a mis sur la place publique et voilà. Donc la fichesse n'a plus aucun intérêt à ce niveau-là. C'est une mesure administrative, donc il n'a aucun contrôle derrière judiciaire ni rien du tout. C'est une mesure décision d'un préfet ou d'un service de police. Donc voilà où on en est, voilà où on en est en France. Donc effectivement, il serait temps de remettre au goût du jour ce fichier pour qu'il soit efficace au service de la population et non pas au service du pouvoir. Et derrière, c'est ce qui d'ailleurs, on va en parler j'espère après, c'est pour les QR codes par exemple dans le centre de Paris Ah oui. avec les JO, ce qui veut dire que des personnes qui ne peuvent pas rentrer chez elles parce qu'elles sont fichées S pour X raisons. Parce Et que je si on rappelle est que fiché S, on peut pas avoir son QR code. c'est à l'appréciation de la préfecture de police. Donc, ils peuvent le justifier comme ça en disant, voilà, en fait, l'administration fabrique un monstre en disant, on a fiché S quelqu'un. Derrière, l'administration pourra dire, et les juges diront, ah, il y a une fiche S, donc il y a une présomption de culpabilité. Finalement, la présomption d'innocence est morte. Et donc, on autorise cette mesure. Et au final, on a autorisé une mesure d'affichage politique des gens pour leurs opinions. Et je rappelle que cette idée avait été mise en place déjà sans le fichage à l'époque, mais par Hollande et Valls, quand ils avaient fait l'état d'urgence. Ils s'étaient immédiatement servi des mesures de l'état d'urgence pour interdire les militants écologiques de venir à la COP 21. Et ça a été refait à chaque fois. On se sert des fichiers terroristes et S pour justement empêcher toute manifestation, contestation, etc. Donc on est en plein là-dedans. Donc effectivement, si demain Macron veut pas d'opposants politiques, il a juste affiché S tous ses opposants et puis il dit vous ne pouvez pas vous présenter aux élections. Donc un détournement des pouvoirs contre-productif au niveau de la fiche S. Et donc je veux dire, on est sur quelque chose, on n'est plus sur une police judiciaire mais administrative, ce qui est catastrophique. Ouais, et puis on imagine que n'importe, enfin même des journalistes, finalement, si c'est des histoires d'opinion, peuvent être fichés S. Ils peuvent être fichés. Puis d'ailleurs, on a bien vu comment Emmanuel Macron traitait les journalistes, ceux qui avaient enquêté sur le Yémen, DGSI, l'affaire Benalla, DGSI. Donc tout le monde se fait embarquer dans des histoires. Donc derrière, j'imagine que ces journalistes ont dû être fichés S parce qu'ils avaient dévoilé des secrets d'État qu'il ne fallait pas dévoiler. Donc des armes de la France qui tirent sur les Yéménites, l'affaire Benalla pour Ariel Chemin. Enfin voilà, donc je veux dire, on est sur des choses. Ouais, c'est vraiment. Oui. C'est déjà le cas. Donc à partir de là, on n'a plus de problème. Et c'est des méthodes d'un État fasciste, hein, n'ayons pas peur des mots. Donc après que le journaliste relaie ses propos, c'est vraiment dommage. Et donc la fichesse ne devrait pas rentrer en ligne de compte et ne devrait pas être connue. Donc à partir de là, il ne devrait pas être possible d'interdire quelqu'un Oui, mais elle devrait même être interrogée, cette fiche S. Voilà. Alors, Régis. Moi, je m'abrite derrière Alexandre, qui a tout dit, y compris l'utilisation de ce terme de tendance fasciste, néo-fasciste, disons, de contrôle de la population de cette façon-là, qui est une des caractéristiques du système Macron. Je dirais simplement une chose, c'est qu'il y a des conditions pour être éligible. À partir du moment où on les remplit, on est candidat. Donc, rajouter des choses comme ça, vous êtes fiché S, vous avez dit ceci. J'ai vu un article à propos d'Amal Bentoutsi, qui, dans le Figaro, elle a des tendances judiciaires, enfin, un mot bizarre, des tendances judiciaires, non, rien du tout. Enfin, non, elle obéit au code électoral, elle peut être candidate. Après, le débat concernant ce personnage qui m'a l'air un peu excité et assez brutal, c'est autre chose. Mais bien sûr. On s'en fiche qu'il soit fiché S. Oui. Est-ce que c'est un bon candidat? Est-ce qu'il va y avoir un Non, débat? mais évidemment. Et puis les gens décideront. Au bout d'un moment, c'est vrai que on veut enrégimenter l'expression démocratique. C'est la caractéristique de ce système. Et la presse joue un rôle délétère là-dedans.
Alors, dernier sujet, mais avant, chers amis, je crois qu'on est très très nombreux, mais qu'il faut absolument des pouces, des likes, des cœurs, tout ce que vous voulez. Il faut monter tout ça, puisque quand on est très nombreux, mais qu'on ne suit pas en pouces, eh bien, YouTube n'est pas content. Alors, on va quand même essayer de le contenter un peu. Et puis, nous aussi d'ailleurs, et puis mon équipe qui me dispute derrière si je ne fais pas le travail. Et là, tout de suite, on va parler du GUD, le GUD qui était allé dans la bouche de Darmanin et de Bardella. Alors, Darmanin qui était invité de BFM TV hier, qui a dénoncé les partis politiques qui investissent des gens dangereux. Alors, il était justement question de ce fichier S, puisqu'on le sait, Raphaël Arnaud, le candidat LFI dont on parlait, là, le Antifa, donc chef d'un groupuscule dit de la jeune garde. Et puis toujours dans cette discussion, Gérald Darmanin est tombé sur le GUD, qu'il a annoncé vouloir dissoudre. Je vous propose qu'on l'écoute. Et vous savez quoi? Je vais proposer au président de la République la dissolution du GUD. Très bientôt. Le groupe Union Défense. Voilà, qui est un groupe d'ultra-droite, qui est très ami avec beaucoup de gens du Rassemblement national. Ils ne sont pas tous, hein. Je ne parle pas des électeurs. Les électeurs, ils expriment une colère. Moi, je les respecte. Je parle des dirigeants du Rassemblement national ou de ceux qui les aident, comme Marion Maréchal Le Pen. Voilà, et puis alors derrière, c'est assez intéressant parce que c'était juste quelques minutes derrière, Jordan Bardella qui est en visite au salon de l'armement à Satori, pardon, je vais y arriver. Et une journaliste lui demande du coup de réagir à cette dissolution et lui aussi annonce qu'il pourrait dissoudre ces organisations violentes, dont le GUD. On l'écoute. On l'écoute pas. Je sais pas. On va voir si on réussit à le récupérer. Bon, voilà. En tout cas, Jordan Bardella qui annonce qu'il veut lui aussi dissoudre le GUD, qui menace la paix civile dans notre société. C'est ça. Ce sont ses propos. Alors, comment vous réagissez tous les deux d'abord à ces annonces de dissolution, celle de Darmanin, et puis la réaction de Bardella? Alors là, c'est un peu plus politique comme question. Malgré tout, je vous pose la question à tous les deux, mais on n'a qu'à commencer par vous, Alexandre. C'est comme d'habitude, quand on veut rien faire, on dissout des groupes, parce que finalement, le groupe en soi ne fait rien. En soi, c'est ses membres qui font des actions violentes et contraires à la loi. Donc, il faut s'en prendre aux membres. Donc, une fois de plus, je le rappelle comme à chaque fois qu'on parle de dissolution d'un groupe. Ça complique le travail des services de police, qui avaient la chance de les avoir tous regroupés au même endroit. Donc, ils vont être disséminés dans la nature, Oui. donc finalement contre-productif pour la sécurité de tout le monde. Deux, le groupe en lui-même, l'association GUD qui est déposée ou l'association Pierre-Paul Jacques qui est déposée en préfecture ou à un endroit ne fait rien en soi. Par contre, c'est bien, c'est que pour une fois, il y a Une action. une personnalité juridique de la morale de la personne. Donc, on peut attaquer l'association à défaut des groupes qui sont justement Oui, dissous alors qu'ils n'existent pas. Ouais. Donc, ça peut avoir un avantage juridique de les garder en plus pour attaquer le groupe en soi. Et par contre, ce qu'il faut faire derrière, c'est s'il y a des membres qui ont des comportements contraires à la loi, c'est eux qu'il faut mettre en prison et attaquer. Si au bout d'un moment, tous ces gens-là n'existent plus et sont sanctionnés pour ce qu'ils ont fait, voilà. Ou si jamais ils n'ont rien fait, ils peuvent être innocentés par la justice avec une chance de s'exprimer. Donc vous n'êtes pas pour la dissolution en général, que ce soit extrême gauche, radical islamiste ou extrême droite. Enfin, en soi, vous êtes plutôt pour punir les personnes plutôt que fermer des personnes morales. Les personnes, parce que moi je suis pour deux choses. L'efficacité, c'est que les personnes qui se réunissent avec une certaine idéologie, quelle qu'elle soit, au moins elles sont groupées à un endroit, donc plus facile à surveiller, voilà, voir qu'elles engrainent. Là, c'est vraiment l'ancien de la RG qui parle, oui. Oui, mais c'est efficace en fait. Moi, j'ai pu voir quand ils ont fermé certaines associations de mosquées en disant on lutte contre le terrorisme. Le lendemain, tout le monde sortait les rames pour retrouver tous les gens où ils étaient. Donc voilà. Et en plus, la deuxième chose, c'est que dans tous ces groupes, il y a forcément des gens qui sont moins extrémistes que d'autres, et qui sont prêts à raisonner, qui sont prêts à travailler avec les services de l'État en disant bon, moi je partage ces idées-là, mais par contre il y a certains membres du groupe qui vont trop loin, je préfère vous informer. Donc là, en pétant les groupes à chaque fois, du coup les gens se retrouvent tous dans la nature, et les gens plus modérés de ces idées plus radicales, j'allais dire, parce qu'ils ne sont pas forcément tous très modérés, mais en tout cas modérés dans la radicalité, ils ne peuvent plus informer les services de l'État. Donc c'est contre-productif. Et deuxième chose, moi je ne supporte pas la censure, c'est-à-dire qu'après, je pense que tout le monde a le droit d'exprimer ses idées dans un périmètre, et donc du coup, à partir de là, ce périmètre, c'est les personnes individuelles qui sont responsables, je suis pour la responsabilité individuelle, et là, quand on entend dissolution, en fait, pour la population, on a l'impression qu'ils auront agi et réglé le problème. Non, ils vont juste l'aggraver et le mettre sous le tapis. Donc je suis contre toute dissolution en soi, à part des choses tellement graves. Je veux dire, si quelqu'un voulait ressusciter le parti nazi, voilà, mais sinon, dans l'absolu, tout ce qui a été autorisé, a priori, c'est qu'il n'y avait pas de problème avec l'expression républicaine. Alexandre, avant de donner la parole à Régis, juste une question à ce sujet. Est-ce que c'est vrai que derrière tous les petits partis, justement, peut-être un petit peu radicaux, un petit peu énervés, il y a toujours comme une taupe, comme on dit, un membre du RG ou un infiltré qui soit là pour faire du renseignement?
Alors du coup, les choses ont pu changer avec Emmanuel Macron, où il y a le droit de s'infiltrer sous fausse qualité, ce qui n'était pas le cas avant. Mais avant, il y a toujours des gens raisonnables dans tout groupement. C'est-à-dire que même les plus extrémistes, quels que soient dans les mosquées, dans le GUD, dans les mouvements écologiques extrêmes et tout ça, il y a des gens qui veulent faire passer un message, qui ont des convictions très radicales, mais qui ne sont pas pour autant prêts à aller tuer leurs voisins ou commettre des actions violentes ou des actions criminelles ou délictuelles, quelles qu'elles soient. Donc en fait, on peut être radical dans sa pensée et vouloir convaincre les autres sans pour autant employer des moyens illégaux. Et donc, à partir de là, tous ces groupes ont forcément des gens qui rentrent dans ce critère. Et c'est ces gens-là, en fait, qui ne sont pas des taupes, mais Oui, qui mais est-ce pensent qu'ils que c'est eux, contre-productif. ils discutent avec la police régulièrement? Enfin, c'est ça que je vous demande. Bah, ils discutent avec la police, donc c'est à la police de les identifier en disant, bah, en général, ou qui viennent discuter de temps en temps avec la police, ou la police les appelle en disant, bah voilà, vous, on sait, on connaît vos idées, mais après, ces personnes-là, quelles qu'elles soient, elles pensent que l'utilisation de moyens illégaux pour faire avancer une cause, justement, va aller contre les intérêts de leur cause. Mmh. Donc, en fait, ces personnes ne sont pas des taupes. Je pense qu'elles ont raison. Elles croient fondamentalement que pour faire avancer leur cause, il y a des moyens légaux pour y aboutir et que les moyens illégaux ne vont pas. Et pour ça, il faut travailler avec les services de l'État pour justement limiter les excès de certains de leurs collègues associatifs. Régis, à Eh votre ben, tour. moi, entièrement d'accord avec tout ce qu'a dit Alexandre, y compris le dernier aspect sur les taupes. J'espère bien que les services de police font ce boulot-là. Hein, ça a toujours été comme ça. Bon, alors, on mise pas toujours sur la morale ou le refus de la violence de certains. Hein. Il peut y avoir d'autres moyens d'obtenir ces renseignements. Et donc, je pense que c'est tout à fait normal. Alors, je suis d'accord avec lui concernant la dissolution. C'est une fois de plus, là, une annonce faite par M. Darmanin, une annonce politicienne. Il se moque du monde. Bardella, c'était une pierre dans son jardin. Il a immédiatement réagi et il a contré ça. Mais j'entends, vous nous avez passé Darmanin, il est un peu gonflé, Monsieur Darmanin. Il est ministre sur un siège éjectable. À mon avis, à partir du 7, 8, 9 et la démission du gouvernement Attal après le deuxième tour des élections législatives, il ne sera plus ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il va proposer au président de la République de dissoudre il essaye de se mettre en avant, il essaye de préserver son poste, il s'imagine qu'il sera encore ministre de l'Intérieur dans 3 semaines, mais c'est même pas en rêve. Donc cette façon montre bien que c'est quelqu'un, cette façon d'opérer montre bien que c'est quelqu'un qui n'a pas le moindre scrupule. Ouais, et juste, je voulais vous faire réagir. Je sais que c'est plus politique, mais bon, allons-y de temps en temps. Concernant justement la réaction de Jordan Bardella, qui lui aussi dit, bien sûr, on va dissoudre, on va dissoudre. Tiens, ça va faire d'ailleurs une transition pour Didier Messot que nous recevons juste après. On va dissoudre le GUD. Qui veut dissoudre le GUD, en fait, on peut imaginer qu'il est futé et qu'il a bien compris le problème. On t'a perdu, Clément, ça va, t'as retrouvé, ok. Ouais. Euh, Je suis là, je suis là. il a bien compris la difficulté, en fait, c'est qu'on peut dissoudre des groupes, ça ne change rien aux personnes qui la composent. Mmh. Donc, il peut bien annoncer lui aussi qu'il va dissoudre le GUD. Les gens du GUD existeront toujours. Donc, en fait, s'il y avait des gens qui étaient proches de lui, qui avaient des choses répréhensibles à se reprocher, elles ont du coup, au contraire, rien à craindre. La dissolution va les protéger. Mmh. Donc, en Ah fait, oui, c'est il peut intéressant bien dans le ce dire, en sens-là. fait. Mmh. Et puis, la deuxième chose derrière, si jamais ils veulent recréer une nouvelle association derrière, ils vont en recréer une. Ça prend 5 minutes de créer une association. Donc, ça prend aussi 5 minutes. Donc, on peut jouer au jeu de la souris administrative. Je crée, je dissous, je crée, je dissous. Donc, voilà, soit c'était de la pure communication politique, soit il a conscience, à la différence de Darmanin, que c'est de la flûte et qu'il peut bien promettre ce qu'il veut. Même ce qu'il fait, ça ne changera rien pour les gens qui sont dans l'association. Même ça fait que normaliser ces personnes finalement si on recrée une autre association sous un nom plus flamboyant, on va dire, plus neuf. Ça changera. Il y a des personnes moins radicales qui seront peut-être dedans. Ça changera peut-être. Enfin, au Bon, final, ouais. je veux dire, ça changera rien du tout. On peut Ouais. changer l'habillage. C'est un peu comme en politique. On nous propose des choix. On nous dit, vous préférez la personne avec un bonnet blanc à un blanc bonnet. Ouais. Bon, voilà, là, c'est pareil. Allez, On peut changer le nom des associations, mais ça ne changera pas le problème de fond. le mot de la Je voudrais fin de ajouter Régis. quelque chose, Clémence. Oui. Rapide, promis. Le GUD, j'ai connu le GUD, moi, pendant mes études, les affrontements avec les Bah trotskistes vous de étiez de l'autre Krivine. côté, oui.
Hein, et donc, mais ce que je trouve amusant, c'est que on va se débarrasser du GUD, c'était une bonne école. Monsieur Devedjian est passé par là, Monsieur Madelin est passé par là, et Nathalie Loiseau est Ah, passée merci de le par rappeler. le Ouais. GUD. Hein, c'était une très bonne école politique. Ah oui. Hein, donc voilà, bon. Non, non, mais vous faites bien de le rappeler parce que voilà, les cris d'orfraie, c'est bien de rappeler qu'il y en a un peu dans tous les camps, donc comme ça au moins, il y a une balle de chaque côté. Ah ben je sais plus, vous répondez Voilà. plus, c'est pas grave. Merci beaucoup à tous les Alors, deux. Oui, Alexandre, vous vouliez rajouter un dernier truc? non, mais c'est vrai, après, il y a certains mouvements aussi un peu radicaux comme le GUD, les Trotsky, tout ça, qui sont, quand on est jeune, on peut être dedans, et puis finalement, on mature et on grandit, et ça permet de traîner les choses différemment. Donc après, il faut aussi que jeunesse se passe par moment. Jeunesse se passe, mais dans le respect du cadre de la loi, bien évidemment. Voilà. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, évidemment, tout ça est instrumentalisé en ce moment pendant les élections, on l'a bien compris. Et c'était un peu, d'ailleurs, le leitmotiv de toutes les actualités qu'on a entendues. Merci beaucoup à tous les deux.